On a un peu dérapé, mais voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je salue le président du département des Deux-Sèvres qui nous fait l'amabilité d'être là, tous les scientifiques autour de Vincent Bretagnol. Je salue les élus de la région, Nicolas Thierry qui est en charge du projet, Gérard Blanchard qui est en charge de la recherche. Cette matinée d'échange sur la biodiversité en territoire de plaine et de grande culture autour d'écobieuses. Alors, d'abord, rappeler que nous sommes engagés dans l'ex-région Aquitaine et maintenant depuis 7 ans et dans la nouvelle région Aquitaine ou la nouvelle Aquitaine sur une réflexion environnementale, une réflexion écologique qui se veut, comment dire, systémique, qui se veut volontaire et active et pas simplement protestataire. D'où le travail avec les scientifiques, que ce soit autour d'Hervé Le Trott sur le climat ou que ce soit avec Vincent Bretagnol sur la biodiversité. J'ai bien conscience que nous sommes là dans un défi plus compliqué qu'il n'y paraît. Plus compliqué qu'il n'y paraît, d'abord sur le plan du climat, parce que les deux choses sont liées. Le réchauffement climatique va produire des conséquences sur le vivant assez considérables. Plus compliqué qu'il n'y paraît parce que même si, et on le voit avec les États-Unis de Trump ou la Russie de Poutine, même si le constat, la preuve du concept, les dégâts sont là, on a l'impression que l'inertie d'une société humaine de 7 à 8 milliards de personnes, avec le poids des décideurs, de certains décideurs économiques, est telle qu'on ne réoriente pas le bateau aussi facilement que cela. Et je pense d'ailleurs que dans le paysage politique, il faut tous se reposer la question. Je le dis, Nicolas le sait, aussi à mes amis écologistes. Tout le monde doit se reposer la question. Moi, il faut que je me repose la question en tant que président de la plus grande région de France, aussi, président du département aussi. Pourquoi, alors même que la preuve est là, ça ne bouge pas ou ça bouge peu? Le président des forestiers des Landes, de la forêt des Landes, me disait « Je ne vois plus d'hirondelles. D'autres, je n'entends plus de rouge-gorge. » Un des apiculteurs que j'ai rencontré avec Nicolas Thierry la semaine dernière nous disait « Est-ce que vous avez remarqué quand vous faites plusieurs centaines de kilomètres en voiture, il y a simplement 10 ans, et même avant, nos pare-brises étaient couverts d'insectes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce que ce constat évident est vraiment partagé? Et est-ce que réellement, on le voit dans le débat sur le glyphosate ou sur les néonicotinoïdes, est-ce que tout cela est partagé? J'avoue que je suis un peu... C'est ce que je disais d'ailleurs quand on a fait la présentation à La Rochelle avec Hervé Le Trott. J'ai une forme de pessimisme. J'ai une forme de pessimisme. Et je pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur les moyens de faire bouger les choses. La protestation ne suffit pas.
Il faut qu'on trouve, comme au judo, la prise qui va nous permettre d'avancer, de démontrer. Je pense qu'il n'y a que la démonstration qui nous fera avancer. Pas simplement en mettant sous cloche un certain nombre de territoires, mais en mobilisant le plus grand nombre. D'abord, il faut mobiliser les acteurs de la pêche et de la chasse. Pas simplement le monde associatif écolo, si vous me permettez cette expression, qui est fort, par définition extrêmement réduit. Quand vous avez un pêcheur à la mouche qui ne voit plus moucher les truites, ça signifie que vous n'avez plus d'insectes sur les rivières. C'est aussi bête que ça. Et la prise de conscience, elle se fait. Quand vous avez plus de perdrix dans les plaines du Lot-et-Garonne, plus de perdrix grises, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut savoir quel front commun on fait et quelle attention on porte à tout cela, plutôt que celles et ceux qui ont intérêt à avoir un environnement propre le fassent. Et donc, sur le plan de l'agriculture, il en est de même. Cette bataille entre agriculture traditionnelle et agriculture bio ne suffit pas, pour moi. Nous avons un taux de transition vers le bio entre Aquitaine et Occitanie très important, mais nous ne touchons pas, même pas 10% des agriculteurs ou 10% des espaces. Ça doit nous questionner. Un agriculteur, il a besoin de gagner sa vie. Quand on regarde que l'on gagne autour de 600 à 700 euros, ça donne quoi pour changer de modèle agricole? Donc il faut qu'on modifie cela et c'est là le défi. Donc le pari que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine, d'abord, c'est d'être non pas simplement exemplaire. Une journaliste me posait la question, est-ce que vous allez interdire les néonicotinoïdes ou les comment ça s'appelle, les pesticides? On a fait ça, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, territoire non OGM. Ça n'a aucun impact. Ce qui a de l'impact, c'est les décisions réglementaires de l'État. Sinon, on n'est que protestataire. On se fait plaisir quand on revient devant nos militants. Regarde, j'ai voté une motion. Non OGM, non pesticides. Mais ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Ce qui importe, c'est le travail que les scientifiques font pour démontrer que le pesticide a pour objectif de tuer, sans discrimination, pendant toute la période de végétation, les insectes pollinisateurs. Quand on imagine, et c'est un industriel du miel qui me le disait la semaine dernière, on a interdit le DDT pour des raisons de dangerosité. Sauf que le DDT était interdit pendant la floraison et la fructification. Et qu'à la limite, je parle sous le contrôle de Vincent Bretagnol, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de dégâts aujourd'hui qu'hier, puisqu'aujourd'hui, les pesticides sont systémiques. Et donc, on pourrait partir d'une autre hypothèse. L'abeille, elle fait 3 km de rayon. Si on prend l'abeille comme témoin de la biodiversité, elle fait 3 km. Quelqu'un calculait que 3 km autour de sa ruche, ça fait plus de 40 km de balade. C'est ça à peu près. Vous imaginez comment il faudrait protéger ces cultures? Quels espaces il faudrait protéger pour que nous disions aux apiculteurs, tu t'installes là. Et en plus, les modes de rotation des cultures ou les modes de culture changent. Vincent Bretagnol disait tout à l'heure, il faut qu'on arrive à faire un peu plus d'élevage, il faut qu'on replante des haies, il faut qu'on plante des fleurs. Mais l'abeille, aujourd'hui, elle est mieux protégée dans Bordeaux et à Paris que dans nos champs.
c'est un vrai défi. Et il n'y a pas que l'abeille, il y a les papillons, il y a les grillons dans les sols, les sauterelles dans les prés. Voilà, donc il faut que nous mettions en place, me semble-t-il, une espèce de mesure dans la région Nouvelle-Aquitaine sur cette biodiversité. Et que nous regardions comment on améliore cette biodiversité. Alors je dis ça, je ne sais pas si c'est possible, cher Vincent Bretagnol, mais je pense qu'il faut qu'on ait un marqueur. De la même manière qu'une association de chasse va réintroduire la perdrix, ou qu'on va réintroduire des truites sauvages dans certains ruisseaux avec la qualité de l'eau, c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse. Et je pense qu'on rendra service aux 6 millions d'habitants qui sont dans cette grande région. J'ai proposé aussi au président de la République, la semaine dernière, puisqu'on s'est rencontrés à Rochefort, que nous soyons une région témoin d'une action politique et socio-professionnelle à l'égard de la biodiversité. Bien sûr, il m'a donné son accord de principe. On va voir après comment on fait, parce que ça va se traduire par des moyens donnés à la conversion agricole, par des appels à projets sur du nouveau matériel, des appels à projets sur la recherche pour des produits alternatifs aux pesticides, sur la réflexion sur des semences nouvelles, sur des accompagnements de pratiques agricoles sur le terrain, peut-être des acquisitions foncières pour ménager des espaces où on démontrera que la biodiversité peut revenir facilement. Voilà. Sachez donc que la région est vraiment extrêmement volontaire et vraiment sans présupposé idéologique. Hein, je serais d'autant plus, comment dire, comment le formuler, je serais très volontaire sur cette lutte pour la biodiversité, mais il ne faudra pas m'amener des présupposés classiques et des discours classiques qu'on entend habituellement. Hein, je le dis, on a notamment tout un travail à faire, on en discute avec Nicolas Thierry, on a un problème sur l'éducation à l'environnement. Aujourd'hui, l'éducation à l'environnement passe par quelques associations écolos. Je regarde le responsable au fond qui se tient la tête. Ça ne touche que quelques personnes. Par contre, on maintient des associations avec un certain nombre d'emplois. Mon problème, c'est de toucher tous les jeunes que nous avons en face de nous, et notamment les jeunes lycéens. Donc il faudra qu'on choisisse. Si on veut passer à la systémisation et à la massification de l'éducation à l'environnement, ça suppose de changer notre modèle. Il faut sortir d'un modèle je ne sais pas comment on le dit, hein, politique, au sens où on l'entend aujourd'hui, à une action publique massive et systémique. Sinon, on ne fera pas bouger les lignes. Parce que le modèle dans lequel on est arrange trop de monde. Et il faut qu'on fasse une rupture à l'égard de ce modèle-là. Voilà, enfin en tout cas, à nous maintenant, Nicolas, nos équipes, etc., Vincent, et je vous remercie vraiment d'avoir de jouer avec nous. Vous jouez avec nous, je le disais pendant la conférence de presse, non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'opérateur. Ce que vous faites sur Chizé, voilà. Il faut chizéiser la Nouvelle-Aquitaine. Merci. Bien, merci. Je ne sais pas si je vais relever le défi de la chizéisation de Nouvelle-Aquitaine. Je ne suis pas encore bien sûr.
Bon, j'ai prévu de vous présenter très rapidement à la fois l'état d'esprit de cette initiative Ecobiose et quelques tout premiers résultats qui sont issus de ces travaux, notamment autour de ce premier chapitre. Alors la première question, c'est pourquoi Ecobiose? Pourquoi la région nous a sollicité, le collectif des scientifiques? Et je vais prendre un premier schéma qui est issu d'une publication d'un chercheur de notre laboratoire, tout début 2018, qui vous montre... alors, en fait, sur ce graphique, vous avez le nombre de médias. Ce sont des médias anglo-saxons, États-Unis, Canada, Angleterre, dans lequel le mot changement climatique est présent. Donc c'est la courbe en gris. Et à chacun des pics, en fait, vous voyez, correspond généralement les COP successives. Et puis l'espèce de bruit de fond qui est en bas, quasi insignifiant, c'est malheureusement l'équivalent pour le mot-clé biodiversité. Et en fait, on voit que jusque dans les années 2000, changement climatique et biodiversité au niveau de l'opinion publique étaient relativement mineurs et également mineurs, alors qu'à partir des années 2000, il y a eu une grande envolée de la médiatisation de la thématique changement climatique, ce qui n'est pas du tout le cas pour la biodiversité. Alors, le premier réflexe, c'est de se dire, bah, c'est normal, il y a beaucoup plus de recherches sur le changement climatique, sur la biodiversité. Ce n'est pas la raison. Il y a certes un petit peu plus de recherches sur le changement climatique, si le nombre de publications dans le monde, en milliers, dans ces deux thématiques. Et vous voyez qu'il y a un peu plus de publications sur le changement climatique, mais pas... c'est pas au regard de ce qui est du phénomène de la médiatisation et des grands médias. Alors la région, vous le savez, a lancé depuis pas mal d'années maintenant une initiative autour du changement climatique qui s'appelle Acclimatera. Et c'est donc tout naturellement qu'elle s'est également lancée sur un équivalent autour de la deuxième grande problématique sociétale et environnementale qui est devant nous, qui est celle du déclin de la biodiversité. Parce que aussi bien les écosystèmes que la biodiversité, qui pourtant sont absolument essentiels à la fois à notre bien-être, mais aussi à notre prospérité économique, sont malheureusement, c'est un constat, systématiquement sous-évalués dans les analyses économiques traditionnelles et sont souvent ignorés dans la prise de décision et dans les politiques publiques. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, j'ai parlé de changement climatique, d'érosion de la biodiversité. Donc les deux opérations pilotées par la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, mais deux opérations qui ont quand même un mode opératoire relativement... enfin, un mode opératoire qui est proche, mais vous allez voir, il y a aussi des différences. Alors le mode opératoire, puisque ça a bien marché avec Acclimatera, c'est un consortium de scientifiques, et le matériau de base qui est utilisé par les scientifiques, ce sont les articles scientifiques. On est là pour produire l'évidence, l'état de l'art scientifique. Le deuxième... similitude concerne un ouvrage qui sera édité et publié en avril 2019, parce qu'il y aura un grand événement en France à cette époque l'an prochain, autour de la COP biodiversité et de l'IPBES. Et l'objectif d'Ecobiose, c'est donc de produire un outil d'aide à l'élaboration de politiques publiques. Mais il y a quand même des différences majeures. Au contraire du climat, dans la biodiversité, dans les écosystèmes, on ne dispose pas de modèles. On ne dispose pas de scénarisation et de prédiction. L'IPBES, d'ailleurs, qui est l'équivalent de la plateforme GIEC pour la biodiversité, est construite sur un modèle relativement différent pour cette raison. On est au stade de la production de l'évidence scientifique et non pas de la prédiction. Et bien évidemment, la biodiversité n'est pas le climat, c'est infiniment plus complexe, malheureusement, les écosystèmes et la biodiversité. Donc il ne s'agit pas d'élaborer dans le cadre d'Ecobiose des scénarios probables d'évolution de la biodiversité ou des écosystèmes, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça n'est pas non plus de dresser un constat de l'état de la biodiversité, parce que d'autres initiatives, y compris pilotées par la région, s'y emploient actuellement. Donc ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'identifier en quoi la biodiversité est critique pour les sociétés. Ainsi, si je voulais le résumer, l'objectif d'Ecobiose, c'est d'évaluer le degré de dépendance des sociétés humaines à la biodiversité, à travers donc un état des lieux des connaissances scientifiques sur les interrelations entre l'état et la dynamique de la biodiversité d'une part, le fonctionnement des écosystèmes d'autre part, et la provision de ce qu'on appelle les services économiques et les services socioculturels.
ceci à l'échelle du territoire néo-aquitain et à partir de la littérature scientifique. Alors c'est une initiative qui n'est pas isolée à l'échelle planétaire, mais qui est tout à fait unique. Elle n'est pas isolée parce qu'il existe des initiatives internationales, les accords d'Aichi, l'IPBES, les Nations Unies avec les 17 objectifs de développement durable, les initiatives européennes et nationales autour de la cartographie des services écosystémiques, mais aucune de ces initiatives n'est déclinée à des échelles régionales et donc quelque part aucune de ces initiatives n'est véritablement opérationnelle. Et par ailleurs, ces initiatives qui portent sur les services écosystémiques généralement ne s'attachent pas à quantifier le rôle de la biodiversité dans la production de ces services écosystémiques. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine, elle est diversifiée. Écobiose, la production du chapitre, la production du livre, sera basée sur des chapitres eux-mêmes assez diversifiés. Le premier dont on va parler aujourd'hui, c'est celui des grandes cultures et des plaines de terres érables. Il y aura un chapitre sur les prairies et le pastoralisme. Il y aura également un chapitre sur les milieux aquatiques, le littoral et les zones humides. Un chapitre sur les forêts et la filière bois. Un chapitre sur la vigne et l'arboriculture. Et enfin un chapitre transversal sur les territoires urbains et artificialisés. Ça reflète la diversité des paysages, des socio-écosystèmes de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, Écobios, c'est une approche globale qui mêle des disciplines relevant de la socio-économie, de l'écologie à l'échelle des territoires. Et l'objectif, c'est d'aider à l'élaboration donc, de politiques publiques gagnant-gagnant autour du patrimoine et des ressources naturelles et de l'économie. Alors, le Écobios, c'est un comité scientifique multidisciplinaire qui regroupe la totalité des laboratoires de recherche en environnement de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est construit classiquement pour ce type d'initiative autour de différents comités scientifiques, comités de pilotage et d'une coordination. J'ai juste listé ici les membres de ces différents comités que vous pourrez retrouver à travers le site web qui est mis en place par Cécile Bacle, qui est quelque part dans la salle, voilà, qui contribue grandement à l'élaboration de cette initiative. Alors juste pour vous rappeler, avant de vous donner quelques résultats principaux, mais je pense que je ne l'apprendrai à personne, la région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France et d'Europe. Sur les 84 000 km², il y en a 30 000 en surface agricole, auquel il faut ajouter 29 000 en surface boisée et 11 000 en surface prairiale. Donc agriculture, prairies et forêts, c'est 85% de la superficie du territoire régional. Et ça couvre environ 77 000 exploitations, dont 25% sont en grande culture. La région Nouvelle-Aquitaine est la première région de France pour un certain nombre de cultures, dont le tournesol et le maïs. Alors que couvre ce premier chapitre ? Ici, vous avez une carte des terres agricoles de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors ces terres agricoles au sens large, si on s'intéresse à l'agriculture des terres arables, vous voyez ici, plus la teinte est sombre, plus l'agriculture de type plaine céréalière ou terres arables est prédominante. Et vous voyez qu'il y a 3 bassins principaux qui sont couverts par ce premier chapitre, territoire de plaine et de grande culture. La région Poitou-Charentes quasiment dans son ensemble, les alentours d'Agen et le nord du Pays Basque. Alors ce premier chapitre, donc, il a été coordonné par Sabrina Gaba de l'INRA, qui est ici présente, et moi-même, et par un ensemble très important de contributeurs, puisqu'on est 40 scientifiques au total à avoir écrit tout ou partie de ce chapitre. Ces scientifiques proviennent de l'ensemble des laboratoires de la région Nouvelle-Aquitaine, et pour ce qui est de cette approche environnementale et écologique, vous voyez qu'il n'y a pas omni ou prédominance particulière de Bordeaux pour une fois, mais des laboratoires qui sont distribués un petit peu partout dans la région. Alors le chapitre, comme les autres d'ailleurs, sera constitué de 6 sections. Les 2 premières sont des éléments d'introduction. La 3e section est la partie la plus importante, c'est celle qui dresse l'état des lieux des connaissances du rôle de la biodiversité dans le fonctionnement de ces agroécosystèmes. À la suite de quoi, une section a été rédigée sur les bénéfices à la fois économiques et non économiques, donc les bénéfices monétaires et non monétaires de la biodiversité dans ce socio-écosystème. Puis vient un état des lieux
de l'état de la biodiversité dans les milieux de grande culture. Et enfin, une dernière section qui prépare à l'élaboration éventuelle de ces politiques publiques concerne la gouvernance des territoires et les instruments de politique publique qui sont actuellement ou d'ores et déjà mis en place. Alors, l'échantillonnage, je vais passer vite sur cette animation, est tout à fait conséquent. L'échantillonnage ici, c'est le nombre d'articles scientifiques qui nous a amené à produire ce premier constat. Au total, dans ce premier chapitre, 500 publications scientifiques, donc publiées dans des revues internationales, ont été mobilisées, ce qui donne une idée de l'ampleur du travail qui a produit ce premier chapitre. Et sur ces 500 publications, 250, ce qui est tout à fait considérable, proviennent strictement de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a 250 publications publiées dans les 20 dernières années qui portent sur le rôle de la biodiversité dans l'économie agricole ou dans la production de services culturels à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'analyse exhaustive de cette littérature considérable nous amène à démontrer, et même dans certains cas à quantifier, sur le plan économique notamment, le rôle de la biodiversité dans la production agricole. Alors, comme souvent dans ce type d'analyse qu'on appelle des méta-analyses, on a un certain nombre, on peut classer les publications ou l'évidence scientifique en faits établis. Nous avons ici considéré que lorsque le nombre de publications dans un domaine donné est supérieur à 10 en provenance de la région Nouvelle-Aquitaine, ce fait est établi jusqu'à des projections lorsque aucune étude au niveau régional n'est disponible. Alors je vais maintenant vous dresser deux constats les plus aboutis, on va dire, au niveau du rôle de la biodiversité dans ce socio-écosystème de Grande Plaine céréalière. Le premier concerne la pollinisation. On a largement évoqué déjà le rôle des abeilles pour l'apiculture. On le couvre également dans ce chapitre, mais j'ai choisi de vous présenter plutôt le rôle de la pollinisation et des abeilles pour les grandes cultures, pour l'agriculture. On a un nombre suffisant d'études qui proviennent de la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, qui nous démontrent que les abeilles, notamment les abeilles domestiques, sont en capacité d'augmenter les rendements dans deux cultures en particulier que sont le colza et le tournesol, de l'ordre de 30 à 40%, ce qui est tout à fait considérable. Ces études, il y en a une douzaine au total, qui nous permettent d'arriver à ce constat, concernent par exemple le rôle des abeilles ici en abscisse sur les rendements. Donc chaque point ici correspond à une parcelle, les différentes couleurs, c'est différentes années. Et on voit que entre des parcelles qui sont pratiquement dépourvues d'abeilles et des parcelles qui sont très pourvues en abeilles, il y en a à peu près 25 fois plus, il y a un écart de 25 fois 25 sur l'axe des X. L'augmentation des rendements, dans le cas du colza, est de 35%, il est de 40% dans le cas du tournesol. Mais cette augmentation de rendement se traduit aussi par des bénéfices économiques qui ont été calculés dans une autre étude. Ça provient également du sud du département des Deux-Sèvres. Ici, on voit que l'abondance des abeilles est capable d'augmenter la marge brute des agriculteurs de l'ordre de 200 à 300 euros par hectare, ce qui veut dire pour une parcelle de 10 hectares, 2 000 à 3 000 euros. C'est tout à fait significatif, ce sont des données tout à fait originales et nouvelles. On a même été en mesure, dans le cadre d'Ecobios, d'aller un petit peu plus loin, puisqu'il a été possible de prendre en compte les itinéraires techniques dans certaines de ces études. Et on voit par exemple ici sur ce graphique 3D, l'axe des Z, le vertical, c'est les rendements. Les agriculteurs, en fait, ont deux possibilités de maximiser les rendements. Soit ils maximisent, ou ils utilisent au maximum les insecticides, et ils éliminent notamment les ravageurs et les pestes agricoles, soit, de manière alternative, ils peuvent augmenter l'abondance des abeilles. Dans les deux cas, les rendements sont optimisés. Sauf que d'un point de vue revenu, le résultat n'est pas du tout le même, parce que les abeilles, c'est gratuit, les insecticides, ça ne l'est pas. Et donc, le moyen d'optimiser les revenus agricoles, c'est d'élaborer une stratégie fondée sur la présence et l'abondance des abeilles, dans le cas ici de la culture de colza. Alors, comment est-ce qu'on multiplie le nombre d'abeilles dans un paysage par un facteur de 25. Là encore, dans Ecobios, nous avons été en mesure de relever un certain nombre d'articles scientifiques qui distinguent des solutions propres à l'abeille domestique. Et ces solutions sont basées sur la maximisation des ressources alimentaires et notamment du pollen. Et on voit ici, c'est le croissant rouge, que l'abeille domestique est très friande de pollen
d'adventices de la flore spontanée des champs, notamment du coquelicot, dont on a montré ici, c'est la partie en rouge, que le coquelicot contribuait à 60% du régime alimentaire de l'abeille domestique au mois de mai et de juin. Et donc ça nous indique des voies de solutions à mettre en place avec le monde agricole pour maintenir la présence du coquelicot dans les champs et maintenir ainsi la présence ou augmenter l'abondance des abeilles domestiques. Mais il y a aussi les abeilles sauvages, plusieurs centaines d'espèces en Nouvelle-Aquitaine, entre le tiers et la moitié de la faune de France sur le plan des abeilles sauvages. Et elles dépendent d'autres choses, elles dépendent principalement des éléments semi-naturels, notamment les prairies, les bandes fleuries, les bosquets, les haies, puisqu'on voit ici sur ce graphique que le nombre d'espèces abritées par ces éléments semi-naturels est à peu près 10 fois plus élevé que le nombre d'espèces qu'on trouve dans les grandes cultures. Donc l'essentiel des abeilles sauvages se trouve en dehors des milieux de culture pour la reproduction, mais viennent utiliser les milieux cultivés pour polliniser. Et donc pour maintenir les abeilles sauvages, il faut maintenir des éléments semi-naturels à l'échelle des paysages. L'autre grand point sur lequel Ecobiose est en mesure de produire des conclusions significatives concerne la biodiversité dans les sols, dont nous pouvons démontrer et affirmer que cette biodiversité agit directement et indirectement sur la qualité des sols et donc augmente la production de biomasse, c'est-à-dire les rendements, que ce soit dans les milieux de grande culture ou dans les milieux de prairies temporaires. Et notamment, un élément clé dans cette biodiversité des sols, ce sont les vers de terre qui, à eux seuls, sont capables d'augmenter les rendements de 25% en moyenne, c'est de l'ordre plutôt de 30% en prairie et de 21 à 22% dans les cultures, ce qui est là encore tout à fait considérable. Et ils sont en capacité de le faire parce qu'ils ont la capacité de minéraliser l'azote et de le rendre disponible aux cultures. C'est le résultat d'une méta-analyse qui a été publiée tout récemment. Les vers de terre, ils agissent également sur la rétention de l'eau dans les sols. Il n'y a pas forcément besoin d'arrosage quand on a des vers de terre et de la matière organique. Ils ont aussi une contribution tout à fait substantielle sur la dénitrification et donc la problématique des nitrates dans l'eau douce. Alors, il n'y a pas que les vers de terre dans la faune du sol, il y a un rôle très important qui est démontré à l'échelle de la région Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine sur d'autres organismes, notamment les cloportes, mais également les micro-organismes du sol. Donc la biodiversité et la nature de manière générale n'apparaît pas comme une contrainte ni comme un frein à l'activité agricole, mais plutôt comme une solution. La biodiversité offre des espaces de solutions, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Elle aide, comme on l'a vu, à la pollinisation des cultures. La biodiversité peut aussi être envisagée comme une alternative soit à l'utilisation d'azote, soit à l'utilisation de produits phytosanitaires. Le problème, et c'est quelque part le bémol que pointe cette analyse transversale de la littérature scientifique, c'est que la biodiversité en région Nouvelle-Aquitaine, comme ailleurs en France, en Europe et même dans le monde, est actuellement en fort déclin dans les plaines agricoles. Vous avez tous entendu parler, je suppose, de l'étude allemande, et Alain Rousset y a fait référence indirectement avec les insectes sur les pare-brises. 80% de déclin de la biomasse des insectes à l'échelle de l'Allemagne tout entière au cours des 25 dernières années. Un déclin tout à fait spectaculaire identifié par le Muséum et le CNRS de Chizé ce printemps sur les oiseaux de plaine céréalière qui ont perdu entre 30 et 40% de leur effectif en moins de 20 ans. Donc ça, ce sont des études nationales ou internationales, mais on dispose aussi de choses tout à fait similaires pour la région Nouvelle-Aquitaine. Entre 80 et 90% de déclin de la perdrix rouge, c'est pareil pour la perdrix grise dans le sud des Deux-Sèvres. Et puis un autre type de prédateurs, que sont les serpents, avec ici des séries de données à long terme dans différents pays d'Europe, mais 2 de ces séries proviennent de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous montrent que les couleuvres, par exemple, ont diminué de plus de 90% en l'espace de 30 ans dans les milieux agricoles. Alors voilà un autre graphique dont je vous laisserai deviner de quoi il s'agit. En fait, il ne s'agit pas du tout de biodiversité, c'est l'évolution du nombre d'exploitations agricoles à l'échelle de la France ici, mais les statistiques pour les différentes régions de France sont tout à fait similaires, avec 80 à 90% de déclin aussi du nombre d'exploitations agricoles. Et ça n'a pas été sans effet
notamment sur un modèle d'agriculture qui était, parce que je pense qu'on le présente plus au passé aujourd'hui qu'au présent, le mode de polyculture, polyélevage. Et ce déclin des exploitations agricoles s'est accompagné d'un déclin très fort des prairies. Vous voyez ici en vert, c'est la SAU, la surface agricole utile. En bleu, c'est l'évolution des surfaces en prairies à l'échelle de la France au cours des 50 dernières années. Donc déclin de l'élevage, déclin des prairies, ça a des effets sur la biodiversité et les services rendus par la biodiversité. C'est l'une des autres conclusions de ce premier chapitre. Le rôle positif de la biodiversité, il dépend de la présence d'éléments ou d'habitats semi-naturels. Il dépend également de la flore spontanée des adventices, parce que la flore est à la base de l'ensemble des réseaux trophiques, pas seulement les pollinisateurs. Mais donc, ce rôle positif dépend avant tout de la présence de prairies fourragères et donc d'une activité d'élevage qui maintient à travers des rotations de culture un sol vivant. Et un sol vivant, c'est important non seulement pour le recyclage de la matière organique, mais c'est aussi très important pour le stockage du carbone dans le sol. Et donc ça sera un des objectifs d'écobiose d'établir des ponts et des liens avec Acclimatera, parce qu'on pense souvent effet du changement climatique sur la biodiversité, on pense plus rarement, et c'est une erreur, au rôle que peut avoir la biodiversité dans le changement climatique et dans la minimisation des effets du changement climatique. Enfin, le maintien de ces prairies temporaires permet aussi de fournir des habitats favorables à des espèces patrimoniales, soit pour des problématiques de conservation, soit pour des problématiques synégétiques comme la chasse. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais peut-être inviter avec moi Luc Doyen, qui est directeur de recherche à Bordeaux au laboratoire Greta en économie, qui est donc spécialisé plutôt sur les questions économiques, et Sabrina Gaba, qui est directrice de recherche à l'INRA et qui est très spécialisée sur les questions d'agroécologie. Si vous avez des questions, je vous remercie. Bonjour, c'est ouvert. J'ai une question sur l'obligation de traiter notamment les traitements insecticides. Je travaille plutôt sur le secteur viticole et il y a des obligations en termes de traitement. Je voulais savoir s'il y avait eu des études là-dessus, sur les alternatives qu'on pourrait trouver. Alors, j'ai oublié de... Enfin, j'ai pas oublié, mais j'ai peut-être pas... préciser suffisamment. Donc là, c'est le premier chapitre qui porte sur les plaines de grande culture. Il y en a deux actuellement qui sont en cours d'élaboration, qui seront a priori remis cet automne ou cet hiver, à la fois sur la viticulture, arboriculture d'un côté, et sur la filière bois et la forêt de l'autre. Et puis après, les autres chapitres s'enchaîneront au printemps 2019. Donc la question spécifique pour ce qui concerne la viticulture, elle sera plutôt abordée dans le chapitre qui la concerne. Pour ce qui est des grandes cultures, enfin, bon, l'idée de la démarche, c'est de faire l'état des lieux de justement des solutions et des pistes de solutions qui existent comme alternative à l'utilisation, on va dire, systématique des pesticides. Donc on pointe un certain nombre de solutions, à la fois au niveau des insecticides, mais aussi des herbicides. Sabrina Gaba pourra vous en parler, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la question des herbicides et du glyphosate en particulier, ou entre autres, parce qu'il n'y a pas que le glyphosate. Et donc, on a des pistes de solutions aujourd'hui pour réduire de manière très importante, on parle de moitié, ce qui est déjà énorme, le recours aux pesticides. Ces solutions, elles sont techniquement éprouvées, c'est ce que nous montrons dans le cadre d'écobiose, sur certaines cultures, sur certains territoires, parfois sur de nombreuses cultures de grands territoires, mais elles demandent à être maintenant généralisées. Et là, c'est plus tellement le rôle de la science d'aller généraliser bassin versant par bassin versant, micro-territoire par micro-territoire, les avancées scientifiques autour de l'agroécologie. C'est à mon sens, et c'est le sens de l'initiative d'écobiose, aux politiques publiques,
aux organismes socio-professionnels de l'agriculture de prendre le relais pour décliner avec leurs stations expérimentales, leur réseau de fermes expérimentales, la validité et la généricité de ces solutions. Bonjour, merci. Vous avez pointé tout à l'heure l'importance des cultures de colza et de tournesol et de la pollinisation par les abeilles. Quel retour on a? On sait que ce sont les principales cultures qui sont ce qu'on appelle des OGM cachés, c'est-à-dire des semences qui sont enrobées de pesticides à l'origine et qui sont programmées pour résister aux désherbants, notamment glyphosate et tout ce qui s'ensuit. Donc quel retour on a en Aquitaine sur les quantités de VRTH qui sont cultivées en colza et en tournesol? Personnellement, je suis incapable de répondre à cette question. On ne l'a pas évalué. Nous, on est parti des articles scientifiques qui existent, qui démontrent ou non le rôle de la biodiversité dans, en l'occurrence ici, la production agricole, les rendements, les revenus, ou sur d'autres aspects plus liés aux aspects socio-culturels. Donc, ce n'est pas un état des lieux de l'agriculture à proprement parler. Il y a d'autres organismes qui font ça. Moi, je ne suis pas capable de répondre. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut répondre. Mais vous avez sans doute remarqué sur le graphique qui présente l'évolution des rendements avec la quantité d'abeilles que la dispersion des points, la variabilité est extrêmement importante. Et donc ça recouvre en fait la variabilité des pratiques, entre autres, des pratiques des exploitants, des variétés qui sont semées, et ainsi de suite. Donc en moyenne, on augmente les rendements de 35% dans le cadre du colza, mais vous voyez qu'il y a une variabilité absolument considérable. Oui, bonjour. Juste pour un petit détail, par rapport à la question précédente, dire qu'il n'y a aucun colza et aucun tournesol aujourd'hui autorisé à être semé en France. Donc des colzas ou des tournesols où les agriculteurs mettraient du glyphosate, il n'y en a aucun autorisé. Oui, bonjour. Donc, merci pour la présentation des conclusions. Concernant la réduction de la part des surfaces herbagères et associée à l'élevage, on peut dire extensif, il y a quand même un facteur non incitatif, on peut dire, à travers les aides européennes. Les éleveurs ont été pendant très longtemps, on peut dire, discriminés en termes d'aide par rapport aux grandes cultures. Alors même qu'on devrait penser à, maintenant, si on donnait un prix au carbone, au stockage du carbone dans les sols, donc les surfaces herbagères, qui contribuent à stocker du carbone, mais aussi à maintenir la fertilité des sols, on devrait donner des paiements pour services agrosystémiques ou écosystémiques. Et donc, dans le croisement entre biodiversité et changement climatique, c'est un levier qu'on peut utiliser effectivement pour retrouver une diversité, en tout cas des cultures, et une place plus forte pour les herbages. Tout à fait. Là, c'est un peu les solutions à décliner avec les services de la région en termes de politique publique. Peut-être Luc Doyen, parce que je sais que tu travailles aussi sur ces questions-là, peut nous apporter un éclairage. Donc effectivement, dans la PAC, il y a une dimension importante qui est, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Dans la PAC, il y a donc ces deux piliers, le premier pilier bien sûr plus habituel et le deuxième pilier qui est plus tourné vers l'environnement. Et donc il y a ces mesures agro-environnementales qui font partie des outils pour aller vers une réconciliation, on va dire, entre des perspectives écologiques, la biodiversité, et puis des dimensions plus économiques. Et favoriser donc non seulement la biodiversité, mais les services écosystémiques, qualité de l'eau, le carbone, vous l'avez mentionné, et d'autres. Alors on peut effectivement considérer que les MAE, les mesures agro-environnementales, qui participent à ce second pilier, ne sont pas suffisantes pour favoriser l'élevage, les prairies,
et aller vers cette diversité d'occupation des sols qui est favorable à la biodiversité, à une réconciliation écologico-économique ou bioéconomique, pour parler un peu pompeusement. Donc il faudrait, de ce point de vue-là, appuyer. Alors on sait bien que l'échelle décisionnelle n'est pas celle de la région, mais plutôt celle de l'Europe ou au niveau national, mais c'est plutôt européen. Il faudrait effectivement davantage soutenir ces MAE, ce second pilier de la PAC, pour favoriser en particulier les prairies. Alors on a bien évidemment à ce niveau-là un souci, puisque, comme vous le savez, la PAC risque d'être réduite à cause du Brexit. Donc on s'inquiète vivement des conséquences que ça peut avoir sur ce second pilier et sur l'avenir de la PAC. Oui, par rapport au MAE, j'ai envie de dire, le souci aujourd'hui qu'il y a, c'est le paiement aux agriculteurs de ces MAE. Souvent, il y a un retard de 2 ans. Donc, du coup, l'engagement à l'usage, je dirais, peut vraiment diminuer, puisque l'agriculteur, je dirais, n'est pas rémunéré au bon moment et peut-être à la juste valeur pour ses travaux. On ne peut que partager, je dirais, le constat que vous dites sur l'évolution de la biodiversité, mais ces changements de pratiques agricoles devront obligatoirement s'inscrire dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne passe pas d'un modèle à un autre si facilement que ça. Vous l'avez dit, ça a été dit, c'était très complexe. Et je pense qu'il faut qu'on ait tout d'abord au départ un consensus partagé. Et n'oublions jamais que quand on est agriculteur, le métier de l'agriculteur, c'est s'affranchir des aléas climatiques et sanitaires. Je ne dis pas forcément comment, dans quelle méthode. Toutes les méthodes ont leur utilité. Mais néanmoins, nous avons un consommateur au bout. Et ce consommateur doit avoir, je dirais, ce qu'il va consommer quand vous parlez des grandes cultures, des céréales de qualité sanitaire et aussi technique. Et là aussi, il faudra aussi appréhender cette biodiversité avec des plantes, je dirais, des adventices qui peuvent être porteurs de nuisances. Et par exemple, je pense à une qui s'appelle le datura, qui est porteur d'alcaloïdes et dont aujourd'hui ça risque même d'être endémique sur des territoires. Donc je veux dire, il faudra aussi coupler cette analyse au travers, je dirais, de toute la flore. Elle peut être utile, certes, mais aussi il faudra, n'oublions pas que l'agriculteur, il doit aussi vivre de sa production, de la vente de sa production, et qu'il est aussi exposé en permanence dans un marché mondial, et qu'il y ait des marchés qui n'est pas du tout régulés, avec des distorsions de concurrence de nos concurrents, très importantes. Donc il faudra aussi prendre ce facteur global d'évolution, parce que je crains que la rapidité d'action soit plus lente qu'on le prétend. Il y a des constats, mais l'accompagnement, quand vous disiez aujourd'hui c'est dans les champs d'expérimentation, oui, moi je fais partie d'une entreprise où on expérimente en effet, sauf qu'on voit que c'est long, que les solutions ne sont pas forcément là, et il faut aussi le lire sur plusieurs années, parce que les facteurs climatiques varient d'une année sur l'autre très rapidement, les printemps, les automnes, les étés, et aussi donc l'exposition à toutes les contraintes. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi prendre une dimension plus globale, et aussi qui va payer, prendre la vraie valeur ajoutée qui doit revenir aussi à l'agriculteur. Parce que c'est lui qui va prendre des risques, mais aussi il faudra aussi qu'il soit rémunéré, mais dans le temps. Voilà, c'est fondamental si on veut. Alors je n'ai pas dit qu'il soit surpayé, mais qu'il soit quand même rémunéré pour ces changements. Et si il y a un engagement sur du long terme, là je pense que la profession agricole, oui, sera plus enclin, on pourra en tant que là entraîner le maximum. Okay. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire, mais je pense que ce que vous avez dit est largement recouvert dans l'analyse synthétique et systémique qui a été faite, parce que les aspects économiques sont loin d'avoir été oubliés, même peut-être on prie pas dans une certaine mesure sur les aspects socio-culturels, en tout cas dans ce socio-écosystème qui est celui des plaines agricoles. Beaucoup d'articles et beaucoup de conclusions relèvent de l'économie. Et voilà, le constat que font les scientifiques aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de pistes de solutions existent, qui est quand même plutôt une bonne nouvelle.
je voulais juste demander si on ne pouvait pas lier la consommation régionale, agricole, enfin, quel volume agricole on produit en Aquitaine et qu'est-ce qu'on a besoin en consommation pour le consommateur final en Aquitaine. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que toutes les démarches là au niveau régional reviennent et soient liées aux consommateurs et que du coup l'intérêt soit bon pour la région. Enfin, voilà. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment couvert dans cette initiative, mais Luc, tu as un... Oui, je peux rebondir en disant effectivement qu'on peut souhaiter une économie qui soit plus circulaire, au niveau agriculture notamment. Il faut bien savoir que sur les grandes cultures, sur le maïs, il y a de l'exportation de mémoire au niveau de la communauté européenne qui est assez significative. Et puis sur le blé, également pas mal d'exportations du côté de l'Afrique. Donc il y a une dimension internationale là, qu'il faut prendre en compte, en particulier sur ces territoires de grande culture. On peut imaginer qu'on soit, ça rejoint probablement la question précédente, pour diminuer les risques qui sont implicites aux fluctuations de prix. On pourrait imaginer effectivement une diminution de ce secteur de l'exportation, mais il faudrait bien sûr que ça soit fait en concertation avec les producteurs. Oui, bonjour, Louis Dupuis de la PESA. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur la logique d'y aller bassin versant par bassin versant. Est-ce qu'au vu de la classification des écosystèmes que vous proposez et au vu des dynamiques d'adaptation, notamment vis-à-vis du changement climatique, est-ce qu'il vous paraît pertinent finalement de maintenir le zonage actuel en Nouvelle-Aquitaine au niveau de la préservation de la biodiversité, ou est-ce que vos conclusions vont plutôt dans le sens d'une nécessaire adaptation dans l'usage des sols pour justement faire face à un certain nombre de variables qui ne vous paraissent pas possibles à contrôler dans les 20-30 années qui viennent? Merci. En fait, on n'est pas parti véritablement dans une logique de préservation de la biodiversité. On est plutôt parti dans un premier temps, en tout cas, dans une logique d'évaluation du rôle de la biodiversité dans les écosystèmes, ce qui est assez classiquement fait, mais, et c'est peut-être une originalité très forte de cette initiative, dans les sociosystèmes aussi, d'où la notion de socio-écosystème que j'ai employée à plusieurs reprises, mais je ne l'ai pas forcément définie. Un socio-écosystème, c'est la rencontre ou l'interface ou les relations entre un écosystème et une société humaine qui exploite les ressources de cet écosystème. Ça peut être des ressources naturelles, comme c'est le cas de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture, ou des ressources de nature plutôt culturelle, comme les paysages, pour l'écotourisme ou les ressources pour la pêche ou la chasse. Donc la délimitation territoriale qui a été choisie dans le cadre d'Ecobios, c'est une délimitation qui repose sur les socio-écosystèmes. Donc il y a les zones de grande culture, les zones de pâture, les zones de sylviculture et ainsi de suite. Voilà. Et à l'intérieur de chacun de ces socio-écosystèmes, il y a aussi des spécificités. Par exemple, le socio-écosystème de grande culture, la région Poitou-Charentes, c'est encore un bastion de polyculture, polyélevage quand même. Il y a encore beaucoup d'élevage en Poitou-Charentes. Il y a aussi des systèmes de grande culture assez diversifiés, avec un certain nombre de grandes cultures. Il y a évidemment le bassin landais qui est plutôt focalisé et orienté sur le maïs. Et puis la zone autour d'Agen, qui est aussi une zone de grande culture avec pas mal d'irrigation. Donc voilà, il y a des spécificités locales, mais en plus, à l'intérieur de chacun de ces grands bassins, il y a encore des sous-unités avec des zones, je sais pas, en Poitou-Charentes qui sont plus orientées sur la céréaliculture, par exemple, notamment en Charente-Maritime et ainsi de suite. Donc voilà, là, disons que nous on essaye de tirer des grandes lignes, des grands traits, déjà d'évaluation du rôle de la biodiversité dans le fonctionnement de ces socio-écosystèmes. La préservation de la biodiversité,
ça vient, je dirais, presque dans un deuxième temps, parce que l'objectif d'Ecobio, c'est aussi de rassembler l'ensemble des acteurs du territoire autour de la biodiversité. Et ces acteurs, ils sont très diversifiés, très multiples. Ils ne cherchent pas tous la même chose dans la biodiversité. Et il y a une partie de ces acteurs qui ne savent même pas, en fait, qui ignorent le rôle de la biodiversité dans leur propre activité. C'est un petit peu ça qu'on a voulu pointer. En fait, l'agriculture dépend avant tout de la nature et de la biodiversité. Donc c'est remettre un petit peu et quantifier cette dépendance qui nous semblait important ici avant de parler de protection, de conservation, de gestion. Oui, je reviens sur la question qui a été posée tout à l'heure. Juste une petite observation. Alors autant moi je suis d'accord pour développer l'économie circulaire et faire rapprocher le consommateur le plus près possible. Ce que je veux dire, c'est que la France, elle était exportatrice de maïs, mais l'Europe est importatrice nette, à moins qu'on intègre l'Ukraine dans l'Europe. Mais pour l'instant, on est importateur net. Ça pose aussi le débat des pays comme en Afrique, etc. Est-ce qu'on doit exporter, est-ce qu'on ne doit pas exporter? C'est le problème de famine, etc. qu'il peut y avoir. Et d'abord, il faut répondre aux débouchés locaux, mais c'est le vrai sur le maïs, mais c'est vrai sur le foie gras. Si on doit faire manger tout le foie gras qu'on produit dans le coin en Aquitaine, on va avoir des problèmes. Donc c'est de grosses réorganisations qu'il va y avoir à faire. Donc il faut qu'on aille dans ce sens que vous dites, mais qu'on le fasse pas à pas sans détruire toute l'économie autour, quoi, bien sûr. Oui, l'économie circulaire, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Vous parlez d'exportation, mais il y a aussi importation. Et je pense que vous l'avez pointé, vous le pointez dans vos travaux. Le travail sur les pâtures, c'est également de la matière organique qui peut servir aux productions locales. Donc il y a aussi là-dessus un champ vraiment intéressant de travail. Alors, effectivement, il y a des motifs écologiques, économiques à prendre en considération, mais là, il y a vraiment un impact intéressant. Une question sur le SRADET, le schéma régional. Vos travaux, malheureusement, n'arriveront qu'en avril 2019. Mais je pense que les services de la région seront à l'écoute de vos travaux. La réponse est oui. D'autres interventions ou questions? Oui. J'en ai une dernière. En gros, pour l'économie circulaire, je reviens dessus parce qu'on n'a pas vraiment parlé du consommateur final, on n'a pas parlé de son éducation, on n'a pas parlé du lien qu'il peut y avoir entre l'agriculteur et le consommateur. Recréer ce lien-là, pour moi, ça me semble essentiel pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement dans le monde agricole. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir vu le lien entre l'agriculteur et les écosystèmes. Je pense qu'il faut aussi intégrer le consommateur, l'écosystème, l'agriculteur. Enfin, il faut vraiment que ce soit global pour que ça fonctionne, pour qu'on ait un appui au niveau du consommateur et de tout le monde, quoi. Voilà. Oui, mais je pense que je vais laisser peut-être répondre Nicolas Thierry ou Alain Rousset, mais je rappelle encore une fois que nous, notre objectif, c'est d'évaluer le rôle de la biodiversité. L'étape suivante va être la mise en place de politiques publiques qui vont bien évidemment faire intervenir les citoyens. En tout cas, je ne pense pas pouvoir en douter. Compliqué de donner une réponse franche au sens pour mettre en place un certain nombre de choses à cette question, tant la liberté individuelle et la différence souvent entre le discours et la pratique s'impose. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des pouvoirs publics? D'abord, au niveau de la commande publique, notamment sur les 30 millions de repas que l'on sert par an au niveau des lycées, il y a une grande marge de manœuvre, qu'attendent d'ailleurs les agriculteurs eux-mêmes, qui sont bien conscients que le modèle grande surface
le modèle baisse des coûts, le modèle simplement j'analyse le pouvoir d'achat, qui est le modèle français en règle générale, ne fonctionne pas. La difficulté que nous avons, nous, au niveau de la région, c'est que ce n'est pas la région elle-même qui passe la commande publique des lycées. C'est chaque lycée. C'est chaque intendant ou chaque gestionnaire de lycée. C'est pareil pour les collèges, hein, ou pour les communes, les écoles. Donc, voilà, il faut convaincre, il faut organiser cela. La réglementation parfois draconienne de la commande publique se prête pas forcément à cela. Quand on voit une construction en bois, on se dit, tiens, est-ce que c'est du pain des Landes ou est-ce que c'est du pain de la région? C'est pas possible de le faire. Donc il faut trouver des astuces dans ce domaine-là. La deuxième difficulté, c'est qu'il faut que l'agriculture, donc la coopération, donc des plateformes, soient organisées pour faire en sorte qu'il y ait un approvisionnement en circuit court des lycées. Parce qu'un lycée ne peut pas se permettre de ne pas donner à manger aux élèves une journée ou une matinée, surtout pour les internes. Donc c'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a un problème d'information, être capable de se dire on va peut-être manger moins ou lutter contre le gaspillage dans les lycées, dans les cantines, quelles qu'elles soient, pour avoir des produits de meilleure qualité. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une convergence d'intérêts entre le monde agricole et le civisme que l'on doit mettre en place au niveau de la commande publique, au niveau des lycées. Si je peux juste répondre à la question autrement. En fait, dans justement l'approche socio-écosystème qui est utilisée ici dans le chapitre 1 et donc dans tout écobiose, justement casse le lien juste agriculteur-milieu agricole. Donc en fait, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le lire, mais on fait aussi une analyse de comment est-ce que la biodiversité peut rendre des services à l'ensemble des acteurs qui bénéficient de ce territoire. Donc en fait, il y a aussi des liens avec les chasseurs, notamment au travers notamment la perdrix ou l'alouette. Il y a des liens avec les apiculteurs, les citoyens qui vivent aussi dans ces milieux agricoles, pour tout ce qui va être, par exemple, autour des services esthétiques des paysages. Et donc, bien sûr, l'agriculteur, qui est une activité économique importante du système agricole. Mais voilà, le chapitre ne se centre pas simplement et uniquement sur le lien biodiversité-agriculteur. Je pense que c'est important. Oui. Ce qui ne simplifie pas le problème, mais donne aussi des pistes de travail. Voilà, c'est un peu comme le disait Alain Rousset à l'instant, on est sur une approche systémique de grande ampleur qui est quelque part peut-être les premières étapes d'un changement de paradigme au niveau du fonctionnement des sociétés ou des socio-écosystèmes. Et la biodiversité et la nature, à travers le concept des solutions fondées sur la nature, ouvrent des voies, des pistes de solutions qu'il est peut-être aujourd'hui temps d'explorer au vu des problèmes qui se posent aux sociétés de manière générale. Oui, moi j'ai une inquiétude en fait, parce qu'on a un petit peu l'air de découvrir que la biodiversité est en train de disparaître à vitesse grand V. C'est quand même pas un scoop, il y a longtemps qu'on le sait. Et j'aimerais savoir combien de temps vont durer vos études pour arriver à prouver que la biodiversité est fondamentale pour la conduite de la vie sur Terre. Parce qu'à l'heure actuelle, malgré le constat qu'on fait sur cette perte de biodiversité, sur cette perte de terres agricoles, on a encore des dizaines de projets un peu partout sur le territoire, des disparitions de zones agricoles pour faire des ZAC, pour faire des zones d'activité commerciale, des disparitions de zones humides. En ce moment, les zones humides ont l'air d'attirer tous les promoteurs de la terre, c'est incroyable. Les associations se battent comme elles peuvent, les préfets donnent les autorisations et on voit les zones humides disparaître petit à petit, quoi. Le dernier exemple, c'est Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux. 400 hectares ont disparu pour faire un golf. La biodiversité qui était là, elle est partie, hein, et elle ne reviendra pas. Donc moi, j'aimerais savoir combien de temps vont prendre vos études avant qu'on arrive à mettre des mesures de préservation qui soient vraiment efficaces. Parce que tant qu'on parle, pour l'instant, les animaux, les plantes disparaissent, on ne les voit pas revenir vraiment. Moi, j'habite en campagne, je ne sais pas traiter autour de chez moi, il n'y a plus une chauve-souris, il n'y a plus un moustique, il n'y a pratiquement plus de sauterelles, alors que finalement, il n'y a aucun traitement qui est fait.
Donc la question, elle est vraiment gravissime et je pense qu'il va falloir se dépêcher de mettre des mesures de préservation, mais vraiment très 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 vite. Oui, enfin, alors, je vais vous dire, le frein actuel, il n'est pas autour des études scientifiques parce qu'elles sont assez nombreuses. Rien que pour la région Nouvelle-Aquitaine, on en a plusieurs centaines. Donc, l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale qui vient de publier ses premières évaluations à l'échelle planétaire, par grand écosystème planétaire, a produit l'évidence basée sur des milliers d'articles scientifiques. Donc voilà, c'est pas la science qui est en retrait ici. Hein. Donc il faut maintenant, ce qu'il faut, c'est utiliser les résultats de la science pour mettre en place des politiques publiques partagées. Il faut que tous les citoyens y adhèrent, sinon ça ne se fera pas. C'était un petit peu le sens de l'intervention aussi d'Alain Rousset puis de Nicolas Thierry auparavant. Donc, Oui, ça pose la question, globalement, ça a été évoqué auparavant, la question du temps. C'est-à-dire qu'on a effectivement un enjeu de... tout ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, le président le disait, mais il y a aussi un enjeu en termes de temps, parce qu'on voit bien que les chiffres sont très alarmants, qu'on a les insectes, 80% de disparition en 30 ans, etc. On voit bien qu'on n'a plus 30 ans devant nous, très concrètement. Je veux dire, si effectivement, il me semble, il y a une région à laquelle on ne peut pas dire ça aujourd'hui, c'est bien la nôtre. C'est-à-dire qu'on est en Nouvelle-Aquitaine, on a vraiment pris la mesure de ce qui se passait. C'est d'ailleurs l'enjeu des travaux aujourd'hui. Et on déploie un certain nombre de politiques publiques aujourd'hui, que ce soit sur l'agriculture, sur le bio, sur la biodiversité, qui sont quand même aujourd'hui remarquées même au niveau national. Et d'ailleurs, le SRADET qui arrive, effectivement, va prendre ces enjeux en compte, dont la stratégie foncière, puisqu'on parlait effectivement de la bétonisation des terres agricoles, qui va être, il me semble aussi, extrêmement ambitieuse. Donc évidemment, ça ne va jamais assez vite, mais en tout cas, ne doutez pas du tout que la région ait bien pris la mesure de l'enjeu, et je vous assure qu'on y déploie beaucoup d'énergie. Oui, là, encore une fois, c'est la question que je posais tout à l'heure. On a eu beaucoup de protestations, de prises de conscience. Le mouvement associatif écologiste a pris la parole, a dénoncé, etc. On voit que ça ne suffit pas. Il faut le constater. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas en termes d'éducation de masse. Ça ne suffit pas en termes d'action. D'autres lobbies sont plus forts. Donc, il faut se poser la question. Pour autant, si on discute du monde agricole et de ses pratiques, je pense qu'il est prêt à avoir des innovations de rupture. Il faut qu'on les apporte, ces innovations de rupture, et qu'on rassure aussi le monde agricole dans ses revenus. La démonstration que faisait Vincent Bretagnol tout à l'heure sur le retour à l'hectare dans un certain nombre de cultures est essentielle. Il y a des gestes qui peuvent être faits. Je pense que quand on regarde ces champs, on peut se dire que sont les haies devenues. Le rôle des haies dans la biodiversité, enfin je parle sous votre contrôle à tous les trois, est essentiel. Pour en avoir discuté avec beaucoup de responsables agricoles, est-ce qu'il ne faut pas de notre côté que l'on amplifie nos actions sur le fait de replanter les haies? On fait des choses, je suppose que vous, au niveau du département des Deux-Sèvres, et je pense que c'est un raisonnement qu'on peut faire. Les plates-bandes comme ça qui sont faites, de retrouver des parties plantées avec des fleurs, là c'est du coquelicot, on peut le faire aussi. Donc il y a... Voilà. Après, il y a une discussion à avoir. Je ne sais pas où ma discussion avec le président de la République que j'ai eue la semaine dernière peut nous amener au niveau de la région. Mais il faudrait qu'il y ait un contrat comme on l'a eu avec le CIVP et la Chambre d'agriculture de Gironde sur la sortie des pesticides.
Il faut qu'on ait aussi une espèce de convention avec le monde agricole. Sinon, on n'avancera pas. Je voudrais rebondir sur d'une certaine manière, votre critique des politiques publiques, ou en tout cas leur impuissance. Il y a un domaine qui peut concerner l'Aquitaine, hein, où les politiques publiques ont un vrai impact, et j'ai envie de dire marche, qui est un petit peu loin du domaine agricole, mais qui concerne la biodiversité, c'est la biodiversité marine et c'est la pêche. Certains stocks, suite à des politiques publiques qui sont déclinées plutôt à l'échelle européenne, hein, à travers des politiques de quotas, je pense au merlu, je pense au thon en Méditerranée, c'est pas parfait, mais les politiques publiques ont un impact et des stocks de poissons sont restaurés en coopération avec les pêcheurs, parce qu'il y a une vision à long terme, une perspective de développement durable qui est mise en place et qui permet effectivement cette réconciliation. Plus globalement, j'ai envie de dire que, en tant qu'économiste, les politiques publiques qu'on peut décliner, je pense qu'il faut mobiliser l'ensemble des politiques publiques, des outils. Et là, on a tendance à distinguer 3 grandes classes d'outils et qu'on peut mobiliser à différentes échelles. Il y a les outils réglementaires, on a parlé de l'interdiction du glyphosate, excusez-moi, et les quotas de pêche en font partie aussi. On a ce type d'instruments qu'il faut mobiliser. Les aires protégées, les réserves naturelles sont aussi quelque chose qui sans doute peut être mobilisé à l'échelle régionale. Les parcs régionaux, ça a un impact. Je sais qu'il y a plusieurs parcs régionaux au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un parc national du côté des Pyrénées, mais je crois que c'est partagé avec l'Occitanie, de mémoire. Donc il y a ces outils-là qu'on peut utiliser. Ce n'est pas forcément de la mise sous cloche. Par exemple, en Dordogne, on a cette réserve de biosphère aussi, qui est un outil intéressant de réconciliation écologico-économique et de durabilité. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ces outils type réglementaire. Deuxième classe d'outils, les outils financiers. Donc on a parlé des subventions. Et donc ça se décline à l'échelle européenne encore une fois. Mais ça peut se décliner, si j'ai bien compris, à l'échelle régionale, à travers une subvention à l'agriculture bio, par exemple. Je crois qu'il y a eu des actions qui ont été mises en œuvre à ce niveau-là. On peut penser aux méthodes de compensation. Vous parliez des prairies, hein, des zones humides, plutôt. Là, on peut très bien imaginer qu'on applique finalement la loi biodiversité à travers cette doctrine ERC, éviter, réduire, compenser. Sur les zones humides, c'est des outils qu'on peut utiliser et il ne faudrait pas s'en priver. Dernier type d'outils, les outils informationnels, on en a déjà parlé, à travers les labels, par exemple. Hein. Et je crois que la région Aquitaine, de ce point de vue-là, est assez bien placée. On a des performances en termes de labellisation qui sont reconnues à l'échelle nationale, si j'ai bien compris. Donc voilà, mobiliser ces 3 classes d'outils. Je pense que, vu la complexité du problème de la gestion de la biodiversité, il ne faut pas se priver justement d'utiliser tous ces outils en même temps. Bonjour, Caroline Martin, Chambre régionale d'agriculture. J'entends la réponse que vous me faites sur la batterie d'outils réglementaires. Moi, je pense que ce n'est pas la voie qu'il faut retenir. Elle existe déjà, on en voit le résultat. Moi, je suis exploitante sur une zone Natura 2000. Je vois la complexité déjà ce que ça peut être et je vois les réactions des agriculteurs autour de moi sur la zone et sur d'autres zones. Pour autant, le constat sur la perte de biodiversité, on l'a fait tous. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. La difficulté aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre les solutions. Et quand on sait que dans les 5 à 10 ans à venir, 40% des agriculteurs vont partir en retraite, qu'on n'a pas un taux de renouvellement suffisant, quand on sait que les politiques publiques aujourd'hui, et notamment quand on voit l'ouverture qui a été faite sur la discussion autour du Mercosur, qui plombe encore un peu plus l'élevage, moi je suis assez pessimiste sur les solutions en termes de politique publique. Quand on sait qu'on va perdre à peu près, on pense que ça va être 5% sur la prochaine PAC.
tout ça va rendre un petit peu les choses difficiles. Pour autant, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Alors, les solutions, on sait qu'elles passent aussi par les circuits courts, mais est-ce que ça va être suffisant dans une région où on exporte beaucoup? J'en suis pas convaincue. Donc, on sait que ça passe vers plutôt de l'agroécologie. Mais là, on a besoin aussi de soutien parce que ça suppose des investissements sur les exploitations et sur des exploitations aujourd'hui qui sont fragilisées économiquement. Donc, j'entends bien, moi, tout ce que vous dites. J'adhère pour partie, pas surtout, mais j'adhère pour partie. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre, mais plutôt essayer ensemble d'aller trouver des solutions et avec des politiques qui accompagnent vraiment pour être sûr d'aller dans le bon sens tous ensemble. Moi, je pense que c'est complètement l'état d'esprit de ce qui a été écrit. Et voilà, on est tous à la recherche de solutions, y compris les scientifiques, et nous répondrons présents. Vous nous avez interpellé dans votre intervention, mais notamment au niveau de notre laboratoire, mais l'ensemble des contributeurs d'EcoBios se sont impliqués dans cette initiative parce qu'ils ont envie que leurs recherches et leur savoir et leur découverte ou leur piste de solutions techniques ou technico-économiques soient mises en place. Et donc là, c'est une association tout à fait originale, me semble-t-il, dans le paysage national, en Nouvelle-Aquitaine, où les scientifiques et les acteurs politiques s'associent à l'échelle d'un territoire. Donc saisissons l'opportunité et travaillons ensemble. On le fait déjà dans les Deux-Sèvres, mais ça mérite d'être généralisé à l'ensemble du territoire néo-aquitain, à mon sens. En tout cas, c'est vraiment l'état d'esprit des chercheurs qui ont contribué à ce chapitre. Et je les en remercie aussi. Mon sentiment, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, dans peu de temps, face à la gravité du problème, des décisions brutales seront prises. Je ne fais pas complètement une relation avec l'amiante, mais y compris pour la vie des agriculteurs eux-mêmes. Y compris pour la vie des agriculteurs. On voit bien que aujourd'hui, certains s'interrogent. J'ai eu encore 2 témoignages la semaine dernière où de jeunes agriculteurs en fin de jeûne, 50 ou 60 ans, qui s'interrogeaient sur les causes des décès de leurs parents, hein, viticulteurs ou pas. Je pense qu'il faut... Voilà. Ensuite, sur les aspects d'accompagnement, moi je le disais tout à l'heure dans mon intervention, bien sûr. Le problème, c'est que pendant très longtemps, et j'ai participé un jour j'avais été invité avec Alain Lamassoure, qui était président de la Commission des finances de l'Europe, à la COP de Pau, qui est devenue maintenant, comment ça s'appelle, Pau-Oralis. Bon. Et les agriculteurs s'inquiétaient du montant de la PAC. Alain Lamassoure, qui connaît mieux l'Europe que moi, avait dit attention, ne regardez pas le montant, regardez ce qu'on fait avec la PAC. Regardez l'intérieur des actions. On s'est toujours posé la question sur la politique agricole commune d'un système de compensation par rapport aux marchés internationaux. Il faut prendre la politique agricole commune non pas comme une politique de compensation, mais comme une politique d'innovation. Et il faut vraiment changer notre logiciel. Moi aussi, je dois le changer. Et voir un peu comment on avance dans ce domaine-là, sans lancer de fatwa à qui que ce soit. Mais en même temps, en changeant de modèle. Aujourd'hui, on nous dit, certes, les graines qu'on sème, que les agriculteurs sèment, ne sont plus enrobées de néonicotinoïdes, puisque ça va être interdit, etc. D'abord, l'Italie a arrêté tout ça en 2008. Ça ne s'est pas traduit en Émilie-Romagne comme étant une baisse de la productivité. Mais au contraire, on peut vanter le produit qu'il y a derrière. Sauf qu'aujourd'hui, on donne aux agriculteurs les graines, et le produit qui couvre ces graines derrière le semoir,
pour avoir un système de pesticides systémique. C'est-à-dire, quand on réfléchit au nombre faudrait qu'on sache quel est le pourcentage, par exemple, de miel qui est refusé parce qu'on trouve des traces de néonicotinoïdes ou de pesticides. Imaginons regardez ce qui s'est passé pour Perrier à un moment donné, quand les Américains ont découvert je ne sais pas quoi dans le Perrier, on a arrêté l'exportation à un moment donné. Imaginons qu'avec une trumpisation de l'économie internationale, on regarde toutes les microtraces dans tous les produits qui sont exportés à partir de la France, voire même sur le marché français. C'est comme ça qu'il faut penser aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais il faut que nous, responsables publics, nous trouvions les bonnes façons d'accompagner l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui dans sa conversion agroécologique. Il y en a une notamment, c'est tous les aspects de la recherche sur les substituts radicaux aux pesticides. Les recherches qu'on fait dans la Nouvelle-Aquitaine sur les microalgues avec l'INRA, qui sont relativement probants, puisqu'on a dans la viticulture l'utilisation des microalgues, il est démontré que ces microalgues peuvent être utilisées et avec une efficacité assez extraordinaire sur le mildiou et le idiome. C'est l'agriculture de précision. Pourquoi faut-il traiter la totalité de la surface alors qu'on peut prévenir le début de la maladie? Avec les systèmes de drones, les systèmes de satellites. Donc voilà, c'est cet ensemble de mesures qu'il faut qu'on utilise. En tout cas, il y a le feu. Hein, je voudrais qu'on parte d'ici en disant il y a le feu. Et je voudrais aussi faire une réflexion qui n'est bien entendu pas désobligeante pour toutes celles et tous ceux qui sont venus là. Quelqu'un disait tout à l'heure, on a démontré, on sait, etc., que on a perdu la biodiversité, moins 80%, Nicolas. Hein, c'est à peu près ça. Bon. Combien sommes-nous ce matin? Alors que c'est un problème vital. Combien sommes-nous ce matin? Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. On a les meilleurs scientifiques qui sont rassemblés en Nouvelle-Aquitaine. Combien sommes-nous ici? Il devrait y avoir la foule. Combien sommes-nous? Voilà. Donc c'est compliqué pour nous politiques aussi, pour vous scientifiques, de faire bouger pour vous responsables professionnels, de faire bouger les choses. On va le faire, hein. On est les meilleurs, c'est bien connu. Puis on a nos amis roumains là, qui sont venus spécialement pour cette réunion, parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Voilà, je vous remercie d'être venus. Merci à toute l'équipe de scientifiques. Et puis, on a un verre de l'amitié qui nous attend, parce que c'est la convivialité et l'empathie a aussi de l'importance. Merci beaucoup. Merci à tous.